Figurez-vous que ce caillou vient de l'espace. C'est un fragment de météorite qui s'est écrasé il y a des millions d'années dans le Sahara. Quand on marche dans ce désert, ce n'est pas la seule surprise d'ailleurs qui nous attend. Sous le sable, l'écrivain voyageur Théodore Monod a même vu la savane et ce n'était pas un mirage. Alors sortez vos chèches, on part tout de suite sur ses pas pour une longue traversée dans l'inspiration. L'Atlas, la grande chaîne de montagnes de l'Afrique du Nord, vient mourir dans le sud marocain pour laisser place au désert. C'est là, dans la région de Zagora, que se situe la frontière entre deux mondes. Celui de l'eau, de l'opulence des oasis et de leurs palmeraies, et celui du dépouillement et de l'imaginaire, le monde des nomades millénaires, le Sahara. Le plus grand désert du monde, propice à tous les fantasmes, a attiré bien des aventuriers. Il en est un qu'il a incarné aux yeux du grand public, Théodore Monod. Au fil de ses livres et essais les plus populaires, de chercheur d'absolu à l'émeraude des Garamantes, le voyageur philosophe français est devenu dans les années 90 la conscience et l'image du Sahara. Il faut le regarder, ce Sahara, de plus près, au ras du sol, au triple point de vue du chamelier, du chercheur et de l'homme. Et tout d'abord, parler du vrai désert. Monod, il a été reconnu par ces gens du désert parce que c'était lui aussi un nomade du désert. Il était capable de monter un chameau, il était capable de faire des grandes traversées, il était capable de résister avec un petit bol de riz, un verre de thé comme repas d'une journée. Et puis, il a apprécié cette vie-là. Il aimait marcher avec les gens, il aimait voir un serpent, il aimait voir un insecte. Il aimait le contact du milieu autant qu'il aimait les gens. Théodore Monod commence sa carrière d'homme du désert en 1924. Le jeune naturaliste de 22 ans qu'il est alors est missionné par le Muséum d'histoire naturelle de Paris pour y effectuer à dos de dromadaire des prélèvements de sédiments. Ce premier voyage est une révélation. Le point de départ d'une vie entière à sillonner ce désert qui a transformé le jeune scientifique en auteur humaniste. Pour raconter cette histoire d'amour entre Théodore Monod et le Sahara, il faut se rendre à l'une de ses portes les plus légendaires, Tamgrout, dans la province de Zagora, au sud-est de Marrakech. Dernier village marocain avant le grand vide du désert. Jean-Pierre Datchari, dit Saïd, est ici chez lui. Ce Français, berbère d'adoption, marche depuis 30 ans dans ce désert dont il ne s'éloigne jamais. Tamgrout est vraiment le symbole d'un village saharien. Ces villages sahariens fortifiés, avec ces ruelles couvertes, qui permettaient l'été, quand il fait 48 degrés, d'être au frais. Donc on vivait un peu comme une sorte de cave, de gruyère. Tamgrout est sur la porte d'entrée du désert, sur le grand axe de ces caravanes qui traversaient depuis Marrakech jusqu'à Tombouctou. Ces caravanes existent depuis au moins 1500 ans. Elles sont venues du sud, du désert, de l'est, la route des épices. Et Théodore Monod, en 1930, et bien après, a croisé ces caravanes. Il a d'ailleurs parfois emprunté ces caravanes pour traverser le désert. C'est depuis cette région, marquée par le commerce transsaharien, que Théodore Monod part en 1934 pour une de ses premières grandes traversées du Sahara qu'il relate dans un de ses premiers livres, Méharé. Un titre inspiré du nom donné aux expéditions à dos de Méhari, le plus noble des dromadaires. Monod, c'était un homme de grand caractère et c'était un homme de défi. Il a osé une grande entreprise de traverser de la côte océanique du sud du Maroc pour rejoindre Djanet. Donc 2000 km de désert, un no man's land immense. Cette expédition périlleuse, il ne l'entreprend pas sur les routes tracées des caravanes, mais avec 3 compagnons à l'assaut de zones encore blanches sur les cartes de l'époque. Une épopée scientifique, mais avant tout humaine, dans laquelle Monod se lance comme on prend la mer. Il y a toujours un dernier mur, et puis tout à coup, plus rien que l'espace en avant, dans lequel il faut plonger.
Mono, il a foulé ces déserts de dunes, ces plaines sableuses, ces grands regs de gros cailloux noirs. Et puis il s'est approché de ces hamadas, ces grands plateaux avec des falaises. Et là, il faut trouver les passages, c'est difficile. Donc il faut chercher un peu les traces pour aller chercher l'eau dans des puits. Pendant ce périple, certaines étapes entre deux puits représentent plusieurs jours de marche sans certitude de le trouver. La vie suspendue à ce puits hypothétique. La marche dans ces espaces dunaires, elle transforme la personne. Parce que si on est concentré sur la marche uniquement physique, on ne peut pas s'en sortir dans le désert. Ça devient trop difficile, donc il faut s'extraire du corps quelque part. On a un peu l'âme du voyageur, du caravanier qui s'extrait de sa caravane. Et c'est ce qui lui permet de traverser des grandes étendues désertiques. Mono, c'était un grand écrivain, un grand poète. C'était un scientifique poète. Et il savait transposer dans ses mots le vécu de ces grandes traversées, de ses efforts dans la longueur, en étant détaché de son propre corps, dans une sorte de marche méditative. Pendant ces traversées, Théodore Monod se détache aussi du confort occidental et son écriture sèche et minérale semble comme prise de mimétisme. À dire vrai, je préfère mes grands horizons dévastés, sans limite, moins confortables sans doute, moins rassurants, moins domestiques, plus grandioses dans leur tragique et inhumaine immensité. C'est la pause repos pour les chameaux, mais pour les chameliers. Après avoir fait cuire le pain, eh bien, on met un peu d'huile d'olive dessus. C'était l'aliment quotidien pour manger un peu à midi et repartir. Repartir, il n'y a pas de sieste, il n'y a pas de repos. C'est un repos utile. Ces rudes ascétismes, cependant, malgré les apparences, ne prédisposent pas au vice de gourmandise. Et l'on conserve au contraire de l'expérience saharienne une habitude comme un besoin de frugalité. La beauté et la diversité des paysages de ce Sahara occidental sont pour le géologue Théodore Monod un autre voyage, un voyage dans le temps qui nourrit sa réflexion et chacun de ses livres. Pour ceux qui, comme lui, savent les lire, ces pierres et ces vallées racontent comme un livre ouvert l'histoire de cette terre, des hommes et celle d'un océan disparu. On est là sur un terrain de l'ère primaire, avec toute la stratification de la base au sommet. On trouve les schistes, c'est du terrain argileux. Et au fond, là-bas, surtout vers le sommet, c'est des intercalations des argiles avec des grès. Donc tout ça, c'était des dépôts qui sont déposés au fond de la mer de l'époque de l'ère primaire, il y a 490 millions d'années à 500 millions d'années. Ce désert est connu pour être l'une des plus importantes concentrations de fossiles et de météorites au monde. Monod y use ses genoux et à chacun de ses voyages, des centaines d'échantillons alourdissent ses sacoches. Il se passionne pour une mystérieuse météorite géante dont la quête a donné lieu à un livre, Le Fer de Dieu. Monod, toujours, il a les yeux ouverts dans le désert pour voir tout ce qui peut être utile pour les études de paysage, qu'elles soient géologiques, faunistiques, floristiques. Donc, il a trouvé pas mal d'espèces de fossiles qu'il a étudiées. Il a trouvé des plantes aussi, mais il y en a qui prennent son nom. Dans ce décor lunaire et désolé, qui longe pendant plus de 1000 km la vallée du Dra, Monod devine la savane verdoyante qui couvrait ce territoire grâce aux témoignages des hommes qui ont vécu là entre 3000 et 5000 ans avant notre ère sur le site de Foumchena. Il y a des autruches, les girafes, des antilopes, des lions, il y a des gazelles, il y a des éléphants par endroits. C'est un peu la savane, c'est un peu un climat avec plus d'eau, avec plus de verdure.
Théodore Monod, il a toujours passé par beaucoup de gravures, avec des écritures anciennes, avec des traces de l'homme, préhistorique bien sûr. Mais il a croisé pas mal de sortes de gravures rupestres comme ça. C'est un choc émotionnel. La joie de la découverte, les secrets du passé géologique et humain arrachés un à un pays qui sait les défendre. Joie de faire avancer la science du désert, de quoi faire oublier les austérités de la vie saharienne. C'est les ancêtres des nomades qui ont laissé ça, mais à un certain moment, il y avait une rupture d'utiliser ça, surtout avec l'arrivée de la religion, l'écriture arabe. Donc ils ont oublié le dessin sur le rocher. Les premiers photographes, si vous voulez, c'est ça, c'est les gens de la préhistoire qui ont laissé les dessins sur les rochers. Aujourd'hui, ces nomades se sont éloignés dans le désert, où ils s'installent au gré des pâturages. Inséparables compagnons de voyage de Monod, ils sont les seuls avec qui il a partagé l'intimité de la vie saharienne. Comme lui, Zineb Boutchoum a tissé des lieux puissants avec les nomades. Depuis 20 ans, cette Marocaine berbère initie des voyageurs au désert au cours de grandes marches de plusieurs semaines. Quand on a un contact et quand on a des liens qui se sont formés depuis des années avec des gens, ça ne devient pas des gens, ça devient de la famille. C'est à leur contact que Théodore Monod se forge une conscience écologiste, puis pacifiste. Position qu'il défend fermement dans un recueil intitulé « L'hippopotame et le philosophe ». Il n'y a plus de solitude pour celui qui a retrouvé les racines cachées qui joignent l'homme à la nature. Il n'y a plus de découragement pour celui qui voit la beauté du monde. Quand on fait un thé, on le fait avec du bois ou bien avec de la braise. Quand on cuit le pain, on le cuit dans un four qui est fait avec de la terre. Ça veut dire toujours on a un contact avec la terre, vraiment avec la nature. Monod, c'était un grand nomade qui a découvert le désert plus que les nomades. Parce que Monod est devenu un marabout, est devenu un saint pour moi. Et j'aimerais bien faire le quart de ce qu'il a fait. Et quand on lit un chapitre ou bien un petit paragraphe de tous ces livres, c'est une clé qui me pousse personnellement de ne pas s'arrêter en faisant de la randonnée et de la marche dans le désert jusqu'à ce que j'aurai moi aussi 80 ou bien 82. Zineb, en héritière de Monod, milite et pousse les idées avant-gardistes de son temps, elle aussi avec humour et délicatesse. Quand les femmes ils vont garder les troupeaux en plein soleil de 8h du matin jusqu'à 18h du soir, les hommes ils font du thé sous la tente. Aïe, aïe, aïe. Pour eux, c'est Hchouma. C'est honteux qu'un homme aille là-bas, mais c'est pas Hchouma quand eux, ils font le thé toute la journée. Eh oui, ça va. Ce sud marocain semble vivre dans l'immuable présent qu'a vécu Théodore Monod, en attendant que les graines qu'il y a semées germent peut-être à leur tour. Ces hommes du désert n'ont peur ni du silence ni de la chaleur. Et pourtant, selon Thomas Chauvineau, ils craignent tous Aïcha Kandisha. C'est le clin d'œil. Théodore Monod le sait, quand on marche longtemps dans le désert, on peut voir apparaître ce qui n'existe pas. Un mirage ou une hallucination, une oasis sur une étendue de sable ou une femme très belle qui viendrait dévorer les hommes. Au Maroc, elle s'appelle Aïcha Kandisha. Kandisha serait une déformation du mot comtesse. Elle aurait pu avoir les pieds nus, cette comtesse, mais non. Selon les versions, les petons de Kandisha ressemblent soit à des pattes de chèvre, des pattes de mule ou même de chameau. C'est une histoire qu'on raconte encore aujourd'hui pour faire peur aux enfants, et un peu aussi aux grandes personnes. Originaire d'El Jadida, pas très loin de Casablanca, Aïcha est à la fois sorcière et femme fatale. Et c'est tant mieux, parce qu'il y en a marre de ces sorcières rabougries avec verrues sur le nez, doigts crochus et haleine de lendemain de fête qui hésitent entre cendrier sale et poisson décomposé. Voilà donc une sorcière à la longue et indolente chevelure brune, à la peau laiteuse et aux formes généreuses, sublimée par une tunique à la transparence bien
bienvenue. Aïcha attire et elle s'en sert pour faire venir à elle les envahisseurs. À l'époque où elle est censée vivre, le XVIe siècle, les Portugais se sont rendus maîtres du Maroc. Ça ne plaît pas à la farouche Aïcha qui attire le soldat subjugué dans un coin reculé où l'attendent ses complices et quick, un ennemi de moins. Mais un jour, pour se venger, l'armée portugaise passe par les armes sa famille, papa, maman, les frères, les sœurs et même le fiancé. C'est à ce moment qu'Aïcha serait devenue folle et en même temps on la comprend. Vous en connaissez beaucoup, vous, qui peuvent voir mourir ceux qu'ils aiment sans vaciller. Aïcha est comme tout le monde, elle vacille. Et depuis, elle attire tous les hommes, quels qu'ils soient. Du moins, ceux qui sont d'accord pour la suivre, hein. Après tout, ce sont quand même eux les premiers responsables, faudrait pas inverser les rôles. « Oh, c'est pas de ma faute, elle m'a ensorcelé !» Ça, c'est vraiment une excuse bidon.